Dans l'extrait Les masques tiré de Histoire de masques, nous avons vu que le narrateur posait un problème philosophique, celui de l'être et du néant. En mettant en scène un personnage mal à l'aise dans son milieu, dans son époque, le genre fantastique, et c'est un bel exemple là, que nous venons de voir, introduit le lecteur dans le monde obscur des pulsions. Pulsion, c'est un terme bien connu des psychanalystes, c'est un concept développé par les psychanalystes. Parce que chez les psychanalystes, on considère qu'il y a le moi, le surmoi et les pulsions faites d'instinct. Par exemple, l'instinct de vie, l'instinct de mort. Le surmoi, c'est tout l'environnement de l'être, sa culture, c'est son idéologie, son éducation, son rapport à la société. Alors, entre les deux, le moi est pris en sandwich, entre un surmoi qui pèse et un moi qui réclame une libération. Il y a une pression sur le moi. On peut le schématiser de cette façon, très simple. Le surmoi le moi qui est au milieu et les pulsions qu'on appelle le ça, que les psychanalystes appellent le ça, là où il y a l'ensemble des instincts, entre autres l'instinct de vie et l'instinct de mort. Regardez bien ce tableau, ce schéma. Le surmoi ici, le moi là, et le ça. Entre les deux, le moi subit les pressions du surmoi et du ça. Et lorsque le moi n'arrive pas à amortir ses forces, ses pressions, n'arrive pas à amortir le choc, il y a éclatement de la personnalité et donc démence ou folie, etc. Alors, c'est pour cela que l'écriture fantastique a été considérée comme une anticipation littéraire des découvertes de la psychanalyse. Alors, on continue avec un autre texte qui a pour titre « Qui c'est ?» Un texte de Maupassant tiré de la nouvelle « Qui c'est ?» Guy de Maupassant.
Je vais vous lire le texte, suivez avec moi, votre texte est à la page 210. Mon Dieu, je vais donc écrire enfin ce qui m'est arrivé. Mais le pourrais-je? L'oserais-je? Cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou. Si je n'étais sûr de ce que j'ai vu, sûr qu'il y en a eu dans mes raisonnements, aucune défaillance, aucune erreur dans mes constatations, pas de lacune dans la suite inflexible de mes observations, je me croirais un simple halluciné, le jouet d'une étrange vision. Après tout, qui sait? Je suis aujourd'hui dans une maison de santé, mais j'y suis entré volontairement, par prudence, par peur. Un seul être connaît mon histoire, le médecin d'ici. Je vais l'écrire. Je ne sais trop pourquoi. Pour m'en débarrasser, car je la sens en moi comme un intolérable cauchemar. La voici. J'ai toujours été un solitaire, un rêveur, une sorte de philosophe isolé, bienveillant, content de peu, sans aigreur contre les hommes et sans rancune contre le ciel. J'ai vécu seul, sans cesse, par suite d'une sorte de gêne qu'insinue en moi la présence des autres. Comment expliquer cela? Je ne le pourrais. Je ne refuse pas de voir le monde, de causer, de dîner avec des amis. Mais lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me fatiguent, m'énervent, et j'éprouve une envie grandissante, harcelante de les voir partir ou de m'en aller, d'être seul. Cette envie est plus qu'un besoin. C'est une nécessité irrésistible. Et si la présence des gens avec qui je me trouve continuait, si je devais non pas écouter, mais entendre longtemps encore leur conversation, il m'arriverait sans aucun doute un accident. Lequel? Ah, qui sait? Peut-être une simple syncope. Oui, probablement. J'aime tant être seul que je ne puis même supporter le voisinage d'autres êtres dormant sous mon toit. Ah, le sommeil des autres m'est plus pénible encore que leurs paroles, et je ne peux jamais me reposer quand je sens derrière un mur des existences ininterrompues par ces régulières éclipses de la raison. Pourquoi suis-je ainsi? Qui sait? La cause en est peut-être fort simple. Je me fatigue très vite de tout ce qui se passe en moi. Nous sommes deux races sur la terre. Ceux qui ont besoin des autres, que les autres distraient, occupent, reposent, et que la solitude harasse, épuise, anéantit, et ceux que les autres, au contraire, lassent, ennuient, gênent, tandis que l'isolement les calme, les baigne de repos dans l'indépendance et la fantaisie de leurs pensées. En somme, il y a là un normal phénomène psychique. Les uns sont voués pour vivre en dehors, les autres pour vivre en dedans. Moi, j'ai l'attention extérieure courte et vite épuisée, et dès qu'elle arrive à ses limites, j'en éprouve dans tout mon corps, dans toute mon intelligence, un intolérable malaise. Il en est résulté que je m'étais attaché beaucoup aux objets inanimés qui prennent pour moi une importance d'être, et que ma maison était devenue un monde où je vivais d'une vie solitaire et active au milieu des choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Je l'en avais empli peu à peu, je l'en avais paré et je me sentais dedans, content, satisfait, bienheureux.
Ce texte a pour titre une interrogation. Et il commence par deux interjections, une interjection répétée et des phrases interrogatives. Alors, l'interjection, comme vous le savez, constitue une des catégories grammaticales de la langue. C'est un mot ou une locution utilisée pour traduire une émotion particulière de la personne qui s'exprime. Un étonnement. Ah, c'est toi? Un désarroi. Que dois-je faire? Une indignation. Ah, brigand. Une impatience, un doute, peut-être. Une supplication. Supplication, c'est-à-dire une demande, une prière, une volonté d'attirer l'attention. Voilà ce que peut signifier une interjection. Alors quand on a ici « mon Dieu », elle est à la fois supplication, prière, l'expression du désarroi, de la volonté, aussi peut-être d'attirer l'attention du lecteur. Je vais donc écrire enfin ce qui m'est arrivé. Mais le pourrais-je, l'oserais-je? Voilà comment se constitue l'amorce. Par une double interjection, une exclamation, qui signifie que le narrateur a pris la décision d'écrire, et puis le doute, le pourrais-je, l'oserais-je. Pourquoi? Parce que cela est si bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou. On a ici, vous l'avez remarqué, une gradation des termes bizarres, inexplicables, incompréhensibles. On va ici de la bizarrerie, de quelque chose de bizarre, à quelque chose qui exprime la folie, la démence. Donc il y a une sorte de gradation, un crescendo. Et le narrateur ici émet une réserve. Si je n'étais sûr de ce que j'ai vu, sûr qu'il y en a eu, dans mes raisonnements, aucune défaillance, aucune erreur, je me croirais un simple halluciné, le jouet d'une étrange vision. Donc, il réclame, il déclame qu'il n'est pas si fou que cela. Nous verrons la suite la prochaine fois.